Je vous rappelle que vous écoutez Sciences Publiques en direct sur France Culture et que nous débattons de la question « Notre voix dit-elle qui nous sommes ?» avec nos invités Claude Fugain, médecin phoniatre responsable de l'unité de la voix à l'hôpital Foch, Nathalie Henrich, chercheuse au CNRS à Grenoble, correspondante pour la France de la Journée mondiale de la voix, Christian Hugonnet, président fondateur de la Semaine du son, et Johanna Révis, orthophoniste à l'hôpital de la Timone à Marseille. Alors maintenant que nous avons en main toutes ces caractéristiques de la voix, on va pouvoir aborder la question de fond, c'est ce que révèle la voix sur le locuteur. Alors pas forcément comme dans le cas d'une chanson, comme celle que nous avons entendue comme exemple des différents timbres, mais quand on parle dans la vie quotidienne, est-ce qu'il y a un sens différent de celui des mots qui peut être véhiculé par la voix. Qu'est-ce qui va répondre à cette question, Nathalie Henrich? Déjà, il y a tout un livre qui traite de cet aspect-là, le livre de Yves Fonage qui s'appelle La vive voix, qui parle du fait que la voix transmet autre chose que simplement le message verbal qu'on veut véhiculer. Voilà. Alors, elle transporte quoi? C'est ça la question. Et oui, je pense que si on s'arrête aux mots, on perd l'essentiel du message. Alors, bien sûr, les mots sont importants. Je ne veux pas dire qu'on pourrait cesser d'utiliser les mots et de parler en scat, par exemple. Mais à mots égaux, il y a un sens complètement différent que peut prendre la même phrase en fonction de l'intonation qu'on va utiliser. Par exemple, si je vous dis « Je n'ai pas dit que tu avais volé l'argent », ça a été dit, mais c'est pas moi. Et maintenant, si je vous dis « Je n'ai pas dit que tu avais volé l'argent », cette fois, j'ai dit que quelqu'un avait volé l'argent, mais j'ai pas dit que c'était vous. Et vous voyez qu'à mots strictement identiques, la prosodie, donc la mélodie dans la voix, donc la voix va véhiculer l'essentiel du message et faire comprendre des choses tout à fait différentes. Alors on a peut-être un peu l'impression que parfois ce travail-là, cette réflexion-là, concerne vraiment les comédiens, c'est-à-dire là où il y a un véritable enjeu à faire passer une émotion, à faire passer les caractéristiques d'un personnage. Et en réalité, Claude Fugain, évidemment, dit non de la tête. Non, parce qu'il nous est tous arrivé, à nous qui ne sommes pas des chanteurs et des comédiens, que quelqu'un nous dise « Tiens, tu n'as pas l'air d'aller bien » alors qu'on est au téléphone. Il y a donc comme lien et comme paramètre à ce moment-là, la voix. La voix de l'émotion, ça s'entend. La voix de la tristesse, ça s'entend. Quand on est tendu, on parlait tout à l'heure de paramètres pour juger du timbre, enfin de critères de jugement de timbre. La tension, ça s'entend dans la voix, le serrage, mais de Madame tout le monde, de nous tous. La joie, ça s'entend, et c'est pas uniquement la mélodie, ou c'est simplement le timbre de la voix. Bien entendu que ça nous traduit à chaque instant, et ça donc varie à chaque instant. Mais ça nous est tous arrivé qu'on nous dise « Tiens, tu as pas l'air d'aller bien », alors qu'on ne vous voit pas, simplement par la voix. Oui, mais alors justement, on n'avait pas l'intention de faire passer cette ça nous information. trahit, la voix. Ça nous trahit. Je ne voilà. fais pas dire. Ça nous traduit et ça nous trahit quelquefois. Voilà. C'est d'ailleurs à l'origine d'un certain nombre de pathologies, de beaucoup de pathologies, mais plus particulièrement les pathologies par inhibition psychique, où l'on préfère ne pas parler que d'avoir à dire. Et ça explique certaines aphonies, incontestablement. Alors, des échantillons, nous en avons également pour les différentes expressions des émotions, qui sont peut-être la plus faciles, qui vont nous rappeler des souvenirs plus simples que ceux des timbres. Les expressions, donc la colère, par exemple. Ah! 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 Alors, on va pas toutes les passer, mais le dégoût, donc, qui suit. Ah! 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 Bon, on va arrêter là. C'est des exemples qui montrent aussi la gamme d'expressions, de tonalités que l'on peut utiliser pour exprimer la même émotion.
Johanna Révis? Mais là, vous mettez le doigt sur toute la difficulté qui est de faire des mesures de la voix, en fait. Parce qu'en réalité, on reconnaît... Je trouve que les exemples à propos du dégoût sont particulièrement révélateurs parce que c'est presque transmissible. Rien qu'en écoutant ça, on aurait presque la nausée, nous aussi. Mais c'est exprimé de manière très différente d'un individu à l'autre. Alors, il reste des caractéristiques communes, mais qui ne sont pas très faciles à isoler, en fait. Alors, dans la vie professionnelle, par exemple, des enseignants, puisque c'est un des domaines auxquels vous vous intéressez, Nathalie Henrich, est-ce que cette façon de faire passer certains sentiments, j'imagine que c'est important pour un enseignant face à une classe, est-ce qu'il y a un apprentissage de la maîtrise de cela, ou est-ce qu'on en reste à l'intuitif, au spontané? Il faudrait un apprentissage, clairement. Mais déjà, il faudrait un apprentissage de base, de pose de la voix. C'est-à-dire que quand on est amené à enseigner dans une classe qui est souvent une classe bruyante, dans des conditions de réverbération qui ne sont pas excellente. Voilà, qui ne sont pas à l'appui de la voix, on devrait apprendre déjà quelles sont les manières de poser sa voix. Alors, poser sa voix, c'est aussi une notion qu'on n'a pas abordée, mais qu'on utilise assez souvent. Qu'est-ce que ça signifie? Poser sa voix, ça veut dire gérer son intensité vocale, gérer sa prosodie, en particulier les variations de fréquences fondamentales, pour pouvoir transmettre un message sans y mettre beaucoup d'efforts. D'accord, donc c'est adapté aussi à une situation donnée, à un environnement. Tout à fait. Par exemple, il existe un effet qu'on a étudié il y a quelques années, qui s'appelle l'effet lombard. Quand on est dans un environnement bruyant, on va se mettre à parler plus fort. Et c'est un effet qui est parfois totalement inconscient, donc on ne s'en rend pas compte. Et du coup, quand une enseignante est face à une classe très sonore, elle va, de façon parfois inconsciente, se mettre à parler plus fort. Or, elle peut avoir à disposition d'autres stratégies que de hausser le ton. Elle peut au contraire baisser le ton et articuler plus. Et ça peut amener les élèves à eux-mêmes baisser leur niveau sonore. Donc, il existe des techniques, des techniques, des stratégies. Voilà. Déjà, cette prise de conscience qu'on parle fort quand on est entouré de bruit, c'est important. Est-ce que ça fait partie des traitements, des soins que l'on peut apporter? Moi, je n'aime pas beaucoup l'expression « poser la voix ». Ça voudrait dire qu'elle est là, comme ça, définie et définitive. La bonne voix, c'est la voix adaptable, ça incontestablement. Quand on parle à un enfant, on a une voix. Quand on fait un cours, on en a d'autres. Quand on veut séduire, on a une autre voix. Et ce sont les mêmes personnes. Donc, évidemment que c'est le centre du problème. C'est mettre en place cette mécanique nécessaire et avoir cette possibilité d'adaptation aux différentes situations. Pour cela, on travaillera le contrôle du corps en général. C'est effectivement la respiration, l'articulation, la résonance, tout ça va rentrer dans le travail. Mais c'est une économie d'énergie, c'est apprendre effectivement à gérer cette situation particulière et l'énergie qu'on va mettre pour obtenir cette voix. Alors là, vous soulevez aussi une question importante, au sens où la voix ne se limite pas aux cordes vocales et qu'elle met en jeu aussi le corps. On parle souvent d'une voix du ventre ou bien plus du thorax qui a une influence sur sa qualité. Johanna Révis, est-ce que ça aussi c'est mesurable? Est-ce que comment peut-on apprendre à le maîtriser? Alors, apprendre à le maîtriser et mesurer, ce sont malheureusement deux choses qui sont très différentes. Enfin, je dis malheureusement, en même temps, c'est ça qui me donne tant de travail. Donc c'est pas forcément toujours une mauvaise nouvelle. L'un peut permettre d'aider l'autre. Absolument. Alors, voix du ventre, on parle essentiellement de différents registres de la voix. Donc, il existe 4 registres de la voix, dont les plus utilisés et les plus connus sont ce qu'on appelle la voix de poitrine, ou le mécanisme 1, dans lequel les cordes vocales vibrent dans toute l'épaisseur, dans toute leur épaisseur. Et puis, il y a ce qu'on appelle la voix de tête, qui est une autre manière d'utiliser les cordes vocales. Ça, c'est plutôt dans le registre plus aigu de la voix. Et à ce moment-là, il n'y a que le bord le plus fin des cordes vocales qui rentre en vibration, et ça fait une sonorité un peu différente. Et ça s'apprend également, j'imagine, Claude Fugain, à travailler sur ces différents registres. Ces deux mécanismes, on les a tous, donc... on n'en a pas forcément conscience. C'est un petit peu d'ailleurs, quand on fait travailler
on montre des images, enfin on analyse le mouvement avec le patient, et c'est vrai que on utilise les deux registres. Les hommes ont renoncé à la voix de tête pratiquement. En Occident, ils ont tort parce que c'est facile d'avoir une voix de tête, mais bon, effectivement, on fait travailler ces deux mécanismes, et surtout et aussi le passage d'un mécanisme à l'autre, qui est un élément essentiel en voix chantée. Alors, à ce stade, on peut aussi s'interroger, en dehors de la technique, des différentes caractéristiques qu'on a évoquées jusqu'à présent, essayer de comprendre quel est l'impact d'une voix sur un public. Et nous avons justement une question d'une auditrice ou d'un auditeur, je ne sais pas, qui nous a laissé ce message avant même la diffusion de l'émission. Et ce message, le voici. Je chante voix alto dans une chorale et j'ai parfois des réflexions sur ce que ma voix procure comme émotion à l'autre. Alors, vais-je enfin savoir et comprendre, nous demande cet auditeur, donc en avance de l'émission, est-ce qu'on peut qualifier, expliquer, analyser la nature de cet impact qu'a la voix sur une audience, sachant qu'on a beaucoup d'exemples où le charisme passe essentiellement par cette voix. On voit ça chez les hommes politiques, on voit ça aussi chez les comédiens, et on voit aussi que des différences très importantes peuvent apparaître d'un homme politique à l'autre. C'est peut-être pas la peine de citer des noms, mais tout le monde aura en tête ces différences, Johanna Reyvis. Oui, je suis un peu perdue dans votre question là. C'est parti de l'émotion. Comment expliquer Est-ce qu'on peut expliquer l'impact différent que peuvent avoir différentes voix sur un public, oui, il y a une beaucoup audience. de choses qui peuvent s'expliquer, auxquelles on peut réfléchir, mais qui prennent tellement de dimensions différentes. En effet, si on veut parler de la voix, de la conviction chez un homme politique, il y a des stratégies, bien sûr, de longs silences, de grandes pauses. Finalement, la conviction passe aussi beaucoup par le silence, peut-être quelquefois plus que par la voix. Mais je pense que la question de votre auditeur ou de votre auditrice renvoie davantage à l'émotion que sa voix peut procurer aux autres, et ça, je crois que c'est très individuel dans la perception de chacun, et je pense qu'on ne saura jamais faire de mesure de ça, et tant mieux, ça reste la part magique de la voix. Je pense que ça dépend du style de chant aussi. Dans le lyrique, on tolère absolument pas de défaut, entre guillemets, de voix, mais on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de Jacek Koman, par exemple. La raucité, ça marche très bien dans le chant plus moderne, et c'est quelquefois même une marque de fabrique. Vous citiez Garou tout à l'heure, son timbre de voix, c'est sa marque de fabrique, et donc on peut être ou pas sensible à ces différents timbres. Il y a quand même des voix qui touchent un très grand nombre d'auditeurs de façon très forte. Donc il y a effectivement des variations et on pourra toujours trouver des gens qui n'y sont pas sensibles. Mais il y a des voix qui ont plus d'impact global sur il faut une dissocier, population. moi je pense, la voix chantée de la voix de parler. Là, on parle plutôt de la... Oui, là. C'est vrai. Parce que la voix chantée, on n'a que la voix, et pratiquement que le timbre de la voix qui va avoir un impact fort émotionnellement. Il y a aussi la hauteur, mais c'est le timbre qui va provoquer cette émotion. Maintenant, ce que vous ressentez, moi je ne le ressens pas forcément. De la même façon, quand on parlait tout à l'heure de mesure de voix, moi je dis voilé, vous vous dites sexy. Moi je dis rauque, vous dites sensuel. Enfin, je dis n'importe quoi. Mais notre façon de vivre une voix ne sont pas les mêmes d'un individu à l'autre. Mais là, dans le cas de cette auditrice, là, c'est la magie de cette richesse en harmonique, du vibrato. Enfin, je ne sais pas puisque je ne l'entends pas, mais ça touche donc au timbre de la voix, essentiellement. Bon, voilà, sur tout ça. Dans la voix parlée, il y a d'autres facteurs. Tout à l'heure, on parlait du rythme, de l'accent d'insistance, des silences, vous parliez à l'instant. Donc, beaucoup de choses. La stature, le regard, le geste éventuel.
Ça rentre dans la voie politique, la voie du pouvoir. La voix est un pouvoir. Donc, là, il y a vraiment la personnalité tout entière qui est là. Il y a des voix qu'on n'aime pas politiquement, même s'ils disent des choses très passionnantes, et puis des voix en général. Il y a des gens qui disent des choses très intéressantes et qu'on n'écoute jamais. Or, on écoute aussi des crétins, si je puis dire. Donc, simplement parce que l'impact de la voix est important. Et là, le contenu n'a pas aussi autant d'importance. C'est la parfois. différence entre justement les mots et la voix. Donc le véhicule et le. Mais enfin, il y a aussi des gens qui sont très bons en communication, donc on est trompé.